J'ai toujours vécu avec cette impression de me sentir nulle part chez moi. J'ai souvent été à la recherche d'un endroit où j'aurais pas ce sentiment d'être un étranger. Où que j'aille, on se rend vite compte que je ne suis pas d'ici. Et il n'y a pas un endroit sur cette planète où j'arrive à vraiment me fondre dans la masse. Même dans les deux pays d'où je suis originaire. En Chine, le pays de ma famille, on me dit souvent que ma pensée n'est pas assez chinoise et on me considère comme un Français. En France, le pays où je suis né, dans lequel j'ai grandi, on m'a souvent fait comprendre que mes habitudes, que mes goûts, que mes ambitions, elles étaient trop différentes pour que je puisse pleinement réussir à m'intégrer. On me voit comme un Chinois avant tout. J'ai souvent ressenti ça comme un fardeau de me construire entre ces deux cultures. J'ai jamais su sur quel pied danser. J'ai essayé de correspondre soit à l'un, soit à l'autre, mais j'ai jamais réussi à me sentir complètement moi-même. J'avais toujours cette impression de me plier à ce qu'on attendait de moi. Comme le dit si bien une expression française, j'avais le cul entre deux chaises. À vivre entre ces deux cultures et à grandir sans savoir jamais où me positionner, j'ai constamment été à la recherche de moi-même et de ma place dans ce monde. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, j'ai essayé de trouver une suite de conseils que je pourrais te donner comme dans ma vidéo sur les parents asiatiques. Mais j'y suis pas arrivé. Le truc c'est que j'ai pas véritablement de conseils à donner. Parce que comprendre qu'on est ni 100% asiatique, ni 100% français, mais qu'on possède une troisième culture, c'est un parcours personnel que chaque personne doit traverser pour comprendre comment mieux s'accepter et pour avancer dans sa vie. Mais je sais aussi que pour beaucoup de jeunes asiatiques, à cause des stéréotypes et des clichés qu'on entend, c'est un parcours douloureux d'accepter ses origines. Et moi, ça m'aura pris énormément de temps pour être là où j'en suis, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Les stéréotypes sont plus puissants qu'on le pense. Et moi, j'ai mis du temps à être fier de mon côté asiatique parce que j'étais insulté gratuitement sur mes origines et qu'on se moquait de ma culture. Alors même si j'ai pas de conseils à donner, je me suis dit que ce que je peux faire, c'est te raconter comment j'ai grandi en tant qu'asiatique en France et surtout, qu'est-ce que cette double culture m'apporte comme force aujourd'hui. Ce que j'espère, c'est que en te parlant de mon parcours, tu vas parvenir à trouver tes propres réponses et surtout que ça va éveiller ta curiosité vis-à-vis de tes origines. Moi, en refusant d'accepter mes origines, ça m'aura guidé hors d'un trésor qui m'a empêché d'être en harmonie avec moi-même. Et je pense sincèrement que c'est un trésor dont il est nécessaire de partir en quête parce qu'on est définitivement plus en paix quand on sait qui on est et d'où l'on vient. Comment je suis devenu timide parce que j'avais honte de mes origines. En tant qu'enfant d'immigré, j'ai été éduqué dans une culture chinoise. À la maison, je mangeais chinois bien sûr, mais je regardais aussi des séries chinoises comme Son Wukong ou des animés japonais. Et j'ai été éduqué avec des valeurs chinoises comme le fait de prendre soin de ma famille et d'avoir un profond respect pour le travail et l'argent. Quand j'ai grandi à Paris, à Belleville, je connaissais rien de la culture occidentale. Mais c'était pas quelque chose de très difficile parce que la plupart de mes amis, ils étaient tous des enfants d'immigrés d'Asie ou d'Afrique. Vers l'âge de 9 ans, mes parents, ils ont décidé de déménager pour ouvrir un commerce et j'ai atterri en province. Quand tu arrives dans une ville qui a 95% blanc et à 0,1% asiate, tu deviens une sorte de curiosité. J'ai commencé à sentir qu'on me considérait différemment. Quand je sortais de chez moi, je subissais presque tout le temps des remarques racistes sur mes origines. Shintok, Ching-chong, Jackie Chan. C'était des adolescents, mais c'était aussi des adultes qui m'insultaient gratuitement ou qui se moquaient de moi quand je passais devant eux. Parfois, en faisant les courses avec mes parents, je me souviens qu'on nous pointait du doigt comme si on était des extraterrestres. Quand j'accompagnais mes parents quelque part, je voyais un rictus au coin des lèvres des personnes à qui ils s'adressaient, à cause de leur accent. On leur répondait ensuite avec un ton très condescendant, en hachant les syllabes, comme si on avait affaire à un demeuré. Ça m'énerve encore aujourd'hui parce que le pire dans tout ça, c'est que j'étais embarrassé par mes parents, et non pas en colère contre ces personnes-là. Tout ça, c'était tellement habituel que je me suis lentement résigné. Le seul moyen de défense que mes parents et ma culture m'avaient apprise, c'était de me terrer dans le silence. J'ai compris qu'il fallait mieux que je subisse et que j'encaisse en faisant semblant de rien entendre. C'était toujours soi-disant une blague ou pour rigoler, mais je sentais bien le mépris derrière. En dehors des moqueries sur mon apparence, c'est quand je suis arrivé au collège que j'ai commencé à sentir de la difficulté pour m'intégrer. Et pour être honnête, j'ai jamais vraiment réussi à me mêler aux autres adolescents. C'est comme si moi et les adolescents français, on vivait dans deux mondes différents. Déjà, au niveau de mes vêtements, mes parents n'avaient pas assez d'argent. Alors j'avais souvent des vêtements ringards et cheap qui provenaient de Chine ou de Bavaria. Quand je comparais ma famille et la leur, je trouvais que ma famille était étrange et pas normale. Moi et ma famille, on a longtemps vécu sans véritable maison. Et lorsqu'on vivait dans une, elle était toujours vide et j'étais souvent laissé seul à l'abandon. Parce que mes parents rentraient, ils se disputaient énormément. Ou alors ma mère, parce qu'elle était fatiguée et angoissée, elle pétait des câbles pour rien. Mentalement, c'était usant. Et en plus, la vie a toujours été un peu plus compliquée pour moi. J'ai toujours dû m'occuper de tout faire moi-même, que ce soit à manger, documents administratifs de ma famille et parfois même de mes soeurs. À l'inverse, quand je voyais les familles françaises, elles vivaient tous dans une belle maison. Et les enfants n'avaient rien d'autre à se soucier que de prendre leur goûter et de faire leurs devoirs. Hormis ça,
ils avaient aucune responsabilité. J'entendais toujours des histoires de week-end à la campagne, de restaurants et de sorties. Pour moi, dans une maison française, la vie semblait toujours agréable et remplie de bons moments. Et puis, on n'avait clairement pas les mêmes intérêts. Les autres adolescents, ils écoutaient du rap, parlaient de célébrités dont je connaissais même pas le nom, et dans les conversations à la récréation, je savais absolument pas quoi dire, alors je préférais rester silencieux. C'est à cette époque que j'ai commencé à jouer à Dofus pour m'y réfugier et à regarder intensivement Naruto parce que je comprenais ce sentiment de se sentir différent et de se sentir un peu exclu. Je me sentais différent et bizarre et à force, j'en ai développé un complexe vis-à-vis de mon identité chinoise. J'ai un souvenir fort d'un soir où ma mère m'avait forcé à faire mes devoirs de chinois et où je m'étais mis à pleurer parce que je ressentis une injustice. Je trouvais ça difficile d'être chinois, d'avoir une langue qui est difficile à apprendre, et qu'on se moque de moi à cause de mes origines. Je suis devenu timide par honte d'être chinois, et parce que c'était facile de me prendre comme tête de turc pour faire rire tout le monde. Cette honte d'être chinois, c'est une blessure qui est restée ouverte de nombreuses années, et c'est plus difficile à vivre qu'on le laisse transparaître. Si vous allez jamais m'accepter, je vais tout faire pour vous montrer que je n'appartiens pas à cette culture. Le lycée, c'est la période où il y a besoin d'être un peu plus cool pour exister. Sauf que être asiate, c'était être la cible de potentielles moqueries à cause des clichés qui nous présentent tout le temps de façon ridicule et dénigrante. Ils mangent des chiens, des chats, des moustiques. Moi je connais que Jackie Chan, moi je connais personne. C'est le moment où j'ai compris qu'il fallait que je change pour survivre si je voulais pas me retrouver tout seul. J'ai commencé à modifier mon comportement et à adopter les codes pour ne plus être le shintok qui se faisait vanner et insulter. Je voulais plus qu'on puisse se moquer de moi, et j'ai tout fait pour ne plus être associé aux clichés qui collaient aux asiatiques. Lorsqu'on me demandait, je refusais de dire que j'avais un prénom chinois. Je me souviens qu'en seconde, la seule fois où j'avais dit à une amie mon nom en chinois, dans l'heure qui a suivi, elle répétait à la classe et qu'ils avaient commencé à en rire. Pour que je puisse exister dans l'édition de groupe, je me suis immergé dans la culture occidentale en termes de musique, de films et de personnes connues. Tout ce capital social et culturel que les enfants occidentaux avaient acquis à la maison, je me suis forcé à l'apprendre en un temps record. C'est pas vraiment que j'aimais ça, mais je voulais m'intégrer. Alors je me forçais et j'apprenais même des musiques par cœur. J'ai vite compris que jurer, faire des blagues sur le sexe et surtout me moquer moi-même de mes origines, ça me faisait obtenir des rires. Stupidement, je me suis dit que, quitte à ce que quelqu'un se foute de ma gueule, autant que ce soit moi, non? Du coup, j'ai longtemps gardé cette habitude de faire l'autodérision sur mes origines comme mécanisme de défense, parce que, au moins, j'étais drôle comme ça. Je me suis rendu compte aussi que boire de l'alcool et fumer, ça me rendait plus appréciable par mes camarades. Et à cette époque-là, j'ai rejoint un groupe de potes avec lequel j'organisais énormément de soirées. Dans ces soirées, je buvais à outrance pour me désinhiber, et pour paraître plus extraverti auprès des autres. J'avais totalement adopté le parti des Français et leur mentalité pour plus être considéré comme un Chinois. Et la vérité, c'est que ça marchait. Plus je rejetais mon côté asiatique, moins je me sentais différent, plus je me sentais accepté. J'apprécie même d'être comme ça parce que, au moins, j'attirais l'attention des gens. Quand j'étais timide, tout le monde s'en foutait de moi, ou se foutait de ma gueule. Je voulais que ça change. Et je voulais montrer que je faisais plus partie de ces asiatiques dont tout le monde se moquait. Bien sûr, ça a eu des conséquences. Vers la terminale, je séchais pratiquement tous mes cours. Je préférais traîner avec mes potes, travailler dans le restaurant de mon père, où je pouvais travailler ma tchatch avec les clients. Je voyais plus vraiment l'intérêt d'aller en cours ou de faire des études parce que, pour moi, ça correspondait au futur ennuyeux d'un bon chinois studieux. D'ailleurs, j'ai même pris de la distance avec mes amis asiates et même mes cousins de ma propre famille. Je voulais plus vraiment me mixer avec aucun asiate parce que j'étais embarrassé par leur manque de confiance en eux et leur timidité, alors que c'était un trait que j'avais moi-même eu. Je voulais être français et à mes yeux les asiatiques étaient devenus pathétiques et ennuyeux. Quand on me disait que c'était étrange parce que je parle sans accent ou parce que je ressemblais plus à un français qu'à un chinois, ça me rendait extrêmement fier. J'avais l'impression d'avoir réussi à changer la donne contrairement aux autres asiatiques. Pour faire rire, je disais souvent que j'étais devenu une banane, seulement jaune à l'extérieur mais totalement blanc à l'intérieur. Bien sûr, à la maison, j'agissais en respect avec mes parents et j'étais même d'accord avec certaines de leurs valeurs et de leurs idées. Parfois, j'écoutais mon père et je sentais une dissonance par rapport à mon comportement. Mais cette sensation, elle s'évanouissait dès que je me heurtais à la réalité extérieure. Le palier de ma maison, c'était devenu ma frontière. À la maison, c'était la Chine, c'était l'Asie avec ses us et coutumes, et à l'extérieur, je devenais une autre personne. Je m'émancipais, je devenais excentrique. Qu'est-ce que c'est qu'être moi-même? Il y avait encore un endroit où je me sentais différent. Avec les filles, je manquais totalement de confiance en moi. J'avais l'impression d'avoir une étiquette collée sur mon front qui disait « moche et non attirant ». Je sais pas combien de fois dans ma vie, j'ai été considéré comme « franchement pour un asiatique, t'es bien, ça va, mignon ». Mais jamais on ne me trouvait attirant. Et si ça suffisait pas... Apparemment, il y a un cliché qui dit comme quoi les asiatiques, ils ont une petite bite. Est-ce que... Peut-être c'est vrai. Il y a ce mythe constant de la petite bite asiatique qu'on n'arrêtait pas de me balancer. Parce que dans l'inconscient collectif, les asiatiques ne sont pas assez masculins, pas assez virils. J'ai longtemps eu un complexe d'infériorité vis-à-vis des autres hommes. Ça m'a longtemps suivi et ça m'a rendu extrêmement influençable. Je plageais des gars que je trouvais cool. J'essayais de reprendre leur expression, leur style, leur façon de parler.
En fait, j'essayais de piquer l'aura de ces personnes en espérant que ça prenne sur moi. J'étais même jaloux des personnes d'origine maghrébine ou noire parce qu'ils étaient considérés comme cool et séduisants et j'ai longtemps envié leur facilité avec les filles quand j'étais au lycée et leur facilité à avoir la vanne naturelle. Je cherchais constamment ce qui pouvait me rendre plus intéressant et aussi plus masculin. Alors pour combler mes lacunes, j'ai rejoint des formes de séduction et je me suis armé de techniques de socialisation et de séduction que j'ai trouvées. J'ai démarré la musculation pour plus paraître mince et en espérant avoir ce corps sculpté dont les filles semblaient raffoler. Lors des soirées, pour paraître plus fun et pour être le centre d'attention, je buvais énormément. En fait, ce que je voulais, c'était rompre les clichés de l'asiatique asexué qui me collait à la peau. Et surtout, je voulais me prouver à moi aussi que je pouvais être séduisant. Le truc, c'est que j'ai réussi à devenir quelqu'un d'intéressant et divertissant en groupe, quand je pouvais donner la réplique à d'autres personnes. Dans le restaurant de mon père, j'avais du succès auprès de certaines clientes et j'avais l'impression de prendre une revanche. Mais dès que j'étais seul, dès que je devais être moi-même, je devenais une coquille vide. J'avais aucune personnalité parce que ma personnalité, je l'avais copiée chez les autres. J'assumais pas mes passions ou mes idées parce que j'avais peur d'être ringard. Au début, je faisais passer cette absence de personnalité pour du mystère auprès de certaines filles. Je la jouais timide et secret quand on me rencontrait, mais au bout d'un certain temps, elles s'en rendaient vite compte et je perdais tout intérêt à leurs yeux. En réalité, j'étais quelqu'un d'extrêmement ennuyeux et ma vie, elle était pas intéressante du tout parce que je la vivais à travers les yeux des autres. Alors par la suite, j'ai décidé de faire une école de théâtre en espérant devenir plus éloquent, en espérant comprendre les mécanismes qui permettaient aux acteurs d'avoir du charisme. Ces 3 années de théâtre, elles m'ont plus servi de thérapie que de vocation. Ça a été un travail difficile, mais j'ai réussi à un peu mieux me comprendre. Après avoir passé tant d'années à observer les autres et à m'auto-juger constamment pour pas avoir l'air ridicule, je me suis rendu compte que je n'osais pas prendre la parole et dire ce que je pensais, que je n'osais pas me montrer vulnérable et que j'affichais constamment une façade stoïque sans émotion par peur du jugement des autres. C'est une de mes professeurs qui m'a fait remarquer la première que j'étais pas moi-même et que je semblais jouer un rôle dans ma vie. J'ai pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire parce que je savais pas comment je pouvais être moi-même. Jusqu'alors, j'avais passé ma vie à porter des masques et à changer en fonction des personnes autour de moi. Chez moi, j'étais l'enfant sage, à l'extérieur, je pensais être naturel, mais en fait, je me conformais à mon environnement et je jouais constamment un rôle. Avec les filles, je changeais ma personnalité pour être plus cool et j'étais dans ces constantes quêtes de leur approbation pour leur plaire. Pendant un temps, en commençant le théâtre, j'ai cru que j'avais enfin atterri dans un milieu où je pouvais m'épanouir personnellement. Je pensais que j'allais pouvoir être libre de m'exprimer et je pensais que être différent, être asiatique, c'était original, donc un avantage. En plus, je pensais que dans une ville cosmopolite comme Paris, mon apparence ne comptait plus trop et que les gens se souciaient moins de mes origines. Sauf que quand je me suis confronté au casting, j'ai vite compris qu'on me catégorisait. Et le pire, c'est que la plupart du temps, on me demandait d'avoir un accent asiatique. Mais comme j'étais né en France, j'ai jamais eu d'accent asiatique. Alors j'ai dû apprendre à avoir l'accent. Et honnêtement, mon accent chinois était pas terrible. C'était drôle parce que tout ce temps, on me disait souvent que je devais apprendre à être fier de mes origines. Le problème, c'est que on parlait pas de la même chose. Eux, ils me disaient d'être fier de cette culture chinoise qui était bancale, bourrée de clichés dénigrants, celle qu'on voyait en France à travers des yeux moqueurs. Alors, bien que j'adorais être sur scène, c'était trop dénigrant pour moi. Je voulais pas faire le chinois de service. À chaque fois que j'allais à un casting, je ressentais comme un malaise au fond de moi. Et j'avais l'impression de faire un pas en arrière sur tout le travail que j'avais fait sur moi. Et petit à petit, j'en ai perdu la motivation d'affronter les coulisses du cinéma, et j'ai préféré renoncer. C'est vers cette période que j'ai ouvert les yeux sur cette réalité qu'il y avait en France. J'ai réalisé que la force d'un groupe, que la force des stéréotypes, elle m'avait retourné contre ma propre culture, et qu'elle m'avait éloigné de ce que j'aimais vraiment. J'avais comme une colère à l'intérieur de moi. J'avais fait tous les efforts pour m'intégrer, j'avais coché toutes les cases, et pourtant ça suffisait toujours pas. Là où je passais, j'étais pas assez français, et on me considérait encore et toujours différemment. Après avoir été théâtre, j'ai senti ce besoin d'explorer mes racines pour approprier mon identité chinoise. En fait, à ce moment-là, j'ai traversé une longue période où j'étais la proie de débats intérieurs. J'étais divisé sur mon identité, mais surtout, j'avais l'impression d'avoir trahi une partie de moi et je savais plus vraiment où me situer. Alors j'ai décidé de voyager en Chine par moi-même pour découvrir le pays parce que, hormis la ville de mes grands-parents, je connaissais pas grand-chose de la Chine en fait. Dans ce cheminement inverse, en retournant vers mes origines, je me suis rendu compte que toutes ces années, j'avais essayé tellement fort de m'intégrer que je voyais que le côté négatif de ces origines, alors que la plupart des choses bien qui m'étaient arrivées dans ma vie étaient justement dues à ces origines que j'avais tenté de refouler. Je me suis rendu compte qu'elle est à l'encontre de qui j'étais pour me conformer. Au final, ça m'avait rendu que plus malheureux. Il aura fallu que je commence à assumer cette différence par rapport aux autres pour que je puisse commencer à m'accepter et que je retrouve confiance en moi et en ce que je fais. Aujourd'hui, je me cherche encore et je navigue entre ces deux origines. Mais j'ai arrêté de voir la culture occidentale comme la culture normale. Tous ces clichés qu'on a sur moi, sur ma communauté, sur mes origines, je ne veux plus laisser ça définir qui je suis. Vers une troisième culture. Il y a des moments où je suis encore furieux de ne pas avoir eu le cran de dire à haute voix le fond de ma pensée toutes ces années. Parfois,
Ça m'arrive de partir au quart de tour pour défendre mes origines, parce que je me sens coupable d'avoir été lâche tout ce temps. Dans ma quête identitaire, j'ai essayé de trouver quelqu'un avec qui je pourrais correspondre à 100% pour savoir comment je devais agir moi-même. J'ai essayé de correspondre soit à mon côté français, soit à mon côté chinois, mais ça n'a jamais marché parce que je me sentais jamais moi-même. Je serais jamais assez blanc pour être blanc, et je serais jamais assez chinois pour être chinois. En tant qu'enfant d'immigré qui a grandi dans un pays occidental, je me suis rendu compte que je pensais différemment des Français, mais aussi des autres Chinois. En Chine, je me sens comme une tranchée aussi. Mon chinois est mauvais, et j'ai un accent qui fait comprendre à tout le monde que je ne suis pas originaire de Chine. En plus, je m'habille différemment des Chinois, et heureusement, et j'ai des habitudes et des opinions différentes. Même si je le ressens physiquement, mon cerveau pense différemment. En fait, pour être en parfaite harmonie avec moi-même, j'ai compris que c'était à moi de prendre les deux côtés des cultures qui me plaisaient le plus. Par exemple, je veux pas être individualiste comme les occidentaux, parce que je tiens énormément à ma famille, et spécialement à mes sœurs, et j'ai toujours envisagé ma vie en évoluant à leur côté. Par contre, je veux pas sacrifier ma vie dans une poursuite de prestige et de statut social pour la famille, comme en Asie, et plutôt agir en fonction de mes aspirations personnelles. En tant qu'enfant d'immigré, on a notre propre culture, qui est issue d'une fusion entre la culture asiatique et la culture française. Une troisième culture qui permet d'avoir une vision plus ouverte du monde et qui nous permet d'aborder les choses d'une façon vraiment unique. C'est ce qui nous rend différents, certes, mais ce qui nous donne une vision plus large. Et désormais, je me sens privilégié de le comprendre, de pouvoir explorer ça davantage et surtout d'être fier de pouvoir l'exploiter. C'est là que je vais puiser mon inspiration et ma créativité, dans cette compréhension unique que j'ai du monde, et je ressens ça désormais comme une force. À travers toutes ces épreuves que j'ai traversées pour mieux me comprendre, j'ai réalisé aussi que j'ai acquis une capacité de résilience qui me donne confiance en moi lorsque j'aborde un nouveau défi. Et pour le coup, un de mes rêves et de mes objectifs, c'est de retourner visiter la Chine et l'Asie dès que je le pourrai. En fait, je réalise que pour les nombreux jeunes qui naviguent entre ces deux cultures, c'est nécessaire de faire ce travail d'exposer correctement toutes les cultures asiatiques. De cette manière, ils peuvent se rendre compte qu'ils peuvent être fiers de s'approprier une partie de ce qui compose leur personnalité, et surtout, ils peuvent être fiers de grandir avec cette culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Mathieu Jin, je suis français asiatique et plus précisément français, chinois et wen.